Il est exactement 20 h à Libreville. Merci d'avoir choisi TV+, pour vous informer. Voici les principaux titres de l'actualité. Pour la mémoire et pour l'histoire, hommage a été rendu aux martyrs pour l'amélioration de conditions de vie du personnel enseignant en ce jour de la célébration de la Journée nationale de l'enseignant. Le rapport de la loi de finances 2020 remis et expliqué aux députés par le président de la Cour des comptes. Le contenu de ce rapport dans ce journal. Et puis à Bangui, près de 200 manifestants dans les rues de la capitale en soutien à la Chine et à la Russie. Une mobilisation lancée par le Front républicain pour un parti proche du pouvoir. Nous ouvrons cette édition d'information en bref avec le match des Panthères du Gabon qui se déroule actuellement au stade de rénovation de Franceville. C'est une rencontre avec les crocodiles du Nil du Soudan. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Les Panthères espèrent accrocher les 3 points pour espérer une qualification lors de cette célébration de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous poursuivons cette édition d'information sur le front social. Atmosphère très morose depuis quelques semaines à l'université Omar Bongo. En colère, les étudiants de master dénoncent l'application du nouveau décret instituant les régimes de bourse en République gabonaise. Plus de précisions dans ce reportage d'Estelle Amvan. Portail barricadé avec des matériaux de récupération, des banderoles avec des messages explicites en lien avec leurs revendications. C'est le décor que présente l'entrée principale de l'université Omar Bongo depuis près d'une semaine. Signe d'un ras-le-bol des étudiants en master après plusieurs mois de négociations. 500 étudiants ont été en cours d'année, alors qu'ils étaient en situation de réussite, privés arbitrairement de leur bourse. Pourquoi nous disons arbitrairement? Parce que cette suppression de bourse ne repose sur aucune base légale. Étant donné que ces étudiants-là, ils étaient régis par le décret 404 relatif au régime de bourse en République gabonaise, décret 404 qui a été remplacé par le décret 148. En cause, l'application rétroactive du décret numéro 00148 du 7 juin 2021 fixant les régimes de bourse d'études en République gabonaise en violation des dispositions légales. Le dit texte conditionne par exemple l'âge de l'obtention d'une bourse d'études de master à 26 ans pour les étudiants de l'enseignement général et 29 ans pour l'enseignement technique et professionnel. Nous n'avons pas de problème particulier avec le nouveau décret. Ce que nous contestons, ce sont ses effets, parce que dans son application, on va dire abusif, son application nous suspend définitivement de nos droits que nous avons acquis. Nous avons posé la question au ministre, est-ce qu'une nouvelle loi peut venir éteindre les droits acquis sous l'ancienne loi? Jusqu'alors où nous parlons, le ministre est incapable de nous répondre. En réponse à ce mouvement d'humeur, les grévistes ont été reçus ce jeudi au cabinet du Premier ministre. Un brin d'espoir qui n'amenuise pas leur détermination à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Et ce sont plus de 500 étudiants qui sont touchés par l'application de la dite mesure. Pour une sortie des crises, il propose l'institution d'une dotation spéciale comme en 2012. Écoutons Ulrich Moutinga, un des leaders du collectif au micro d'Estelle Amvan. Nous avons enchaîné des réunions avec le secrétaire général d'enseignement supérieur pour pallier à cette situation d'injustice là, qui consiste et caractérise comme étant une discrimination négative. Et pour pallier à cette injustice, on a opté pour le format qui a été prévu, qui avait été encore préconisé en 2011-2012, lorsque un même problème s'était présenté. Ils avaient opté pour régler à cette situation-là les étudiants qui avaient été exclus arbitrairement du processus d'allocation d'études, de mettre à leur disposition une dotation spéciale. Et c'est ce même format qui a été arrêté. Et dans cette dotation spéciale, les étudiants ont été recensés, nous sommes au nombre de 518. Et de ce recensement, l'analyse financière relèverait que pour payer ces étudiants-là, le compte de l'année académique 21-22 et 22-23, donc pour les 2 années, l'incidence financière s'élèverait à 1,3 milliard. Mais malheureusement, le 4 mars, lorsque le ministre nous reçoit, après que le secrétaire général nous ait communiqué les chiffres en présence de la secrétaire générale de l'université Omar Bongo, quand le ministre nous reçoit 3 jours après, il nous fait comprendre que l'incidence financière est passée de 1,3 milliard à 6 milliards.
en disant que cela va constituer à régler tous les problèmes, alors que nous, notre problème a été posé clairement quand la présidence nous a reçus, quand la présidence a donné les instructions fermes. Il fallait régler le problème des étudiants qui étaient anciennement boursiers et qui se sont vus privés arbitrairement de la bourse à cause du nouveau décret au mépris du principe de la non-rétroactivité de la loi. Le Gabon est un état de droit. La présidence a bien cerné notre préoccupation, mais malheureusement, le SG aussi a bien cerné notre préoccupation, le SG du ministère, mais malheureusement, la dernière réunion avec le ministre, c'est comme si nous sommes revenus à la case départ. Célébration depuis hier de la journée nationale de l'enseignant. Pour cette édition, le thème choisi est la transformation de l'éducation commence par les enseignants. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Des explications dans ce reportage de Chimène Nino. Une journée qui, une fois de plus, est consacrée à rendre un hommage mérité aux enseignants tombés sur le front de la lutte syndicale et des revendications sociales. Les plus connus sont Martine Oulabou, le 23 mars 1992 à Libreville, date qui justifie la célébration de la dite journée. Tout récemment, Louis-Patrick Mombo, le 30 novembre 2021 à Libreville. Depuis que nous avons perdu notre collègue Martine Oulabou, c'était une revendication constante que les enseignants demandaient chaque année pour que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le gouvernement, puisse faire de cette journée une journée nationale. La célébration de la journée nationale de l'enseignant continue d'être honorée par le ministère de tutelle. Signe que les autorités gabonaises se montrent de plus en plus à l'écoute de l'enseignant, ceux qui ont la lourde charge de conduire le destin des enfants. Ce qu'on peut dire, c'est vraiment demander aux enseignants de toujours être nombreux à cette journée, parce qu'il ne revient pas tout à fait à l'éducation nationale de se mettre en avant. Il faut aussi que les enseignants eux-mêmes honorent leur journée. Il faut qu'ils soient très nombreux. Quand ils seront encore plus nombreux, ça donnera de la force aux autres de toujours lutter. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants, un thème évocateur qui met en évidence le sacerdoce de l'enseignant. La célébration de la journée nationale de l'enseignant est aussi l'occasion d'évoquer les spécificités liées à ce métier. De quelles spécificités il s'agit? Chimène Nundon nous explique dans ce reportage. C'est avant tout un métier valorisant dont la mission première est de développer le potentiel de chaque apprenant afin de lui fournir les clés nécessaires pour réussir son parcours scolaire, lui donner l'envie d'apprendre tout au long de sa vie et de réfléchir par lui-même, autrement dit. L'enseignement inculque une certaine valeur qui permettent à l'enfant de s'intégrer comme il le doit, d'être un bon citoyen. L'enseignement, de façon succincte, c'est de ramener les élèves à connaître leurs devoirs dans la société. Comme tout secteur d'activité, les difficultés, ils en rencontrent toujours. Citons entre autres. La difficulté, c'est au niveau des structures d'accueil. Parce que être dans une salle, vous avez plus de 60 élèves. C'est difficile. Et actuellement, aujourd'hui au Gabon, les établissements fonctionnent sans budget. Donc c'est vraiment difficile lorsque vous voulez faire un travail pratique. Il n'y a pas de photocopieuse, il n'y a pas de photocopieuse, il n'y a pas d'encre. Donc ce sont les différents problèmes que nous rencontrons au quotidien. On peut parler au niveau du cadre de vie. Le cadre de vie, si ce n'est pas amélioré, ça peut affecter le rendement. On a le problème des conditions de travail. Il y a également les conditions de vie. Quand on parle des conditions de vie, il s'agit de la formation continue, le traitement salarial. La liberté de l'enseignement, la gratuité, la neutralité, la laïcité et l'obligation scolaire sont là les vertus de l'enseignant. Autre journée célébrée aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météorologie. Thème pour la présente édition, l'avenir du climat, du temps et de l'eau à travers les générations. Thème suffisamment évocateur. Des explications de Chimène Nundon.
L'Organisation météorologique mondiale a été fondée en 1950, substituant ainsi l'Organisation météorologique internationale créée en 1873. La Convention de l'OMM portant création est entrée en vigueur le 23 mars 1950. Pour célébrer l'entrée en vigueur de cette convention, il a été décidé d'instituer une journée météorologique mondiale annuelle le 23 mars. Cette année, la journée météorologique mondiale fête les 150 ans de l'OMM et a pour thème l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Le temps, le climat et le cycle de l'eau ne connaissent pas les frontières nationales ou politiques. Les hommes vivent sur une planète interconnectée et partagent une seule terre avec une seule atmosphère et un seul océan. La coopération internationale est essentielle et a été le moteur du travail de la communauté météorologique mondiale depuis 1873. Cette coopération a permis à la communauté météorologique de traduire la science en service à la société pour les générations actuelles et futures. La Journée météorologique mondiale 2023 met en lumière les réalisations passées, les progrès actuels et le potentiel futur. La communauté musulmane du monde entier observe depuis ce matin le Ramadan. Notre rédaction s'est interrogée sur le rôle et les missions de l'imam dans une mosquée, ainsi que l'importance de 5 piliers de l'islam. Le reportage de Ruth Matsanga. Pour tout bon musulman, le respect des 5 piliers de l'islam est capital. Ce sont ces piliers qui font de lui un véritable fidèle d'Allah. Parmi ces piliers, la pratique de la prière de 5 fois par jour. L'importance des 5 piliers de l'islam chez le musulman, s'il n'accepte pas et s'il ne pratique pas et s'il ne croit pas aux 5 piliers de l'islam, il n'est pas musulman. C'est ça qui justifie notre islamique. C'est ça qui justifie que nous sommes des musulmans. Si tu es musulman, tu as déjà accepté les 5 piliers de l'islam. C'est ça son importance. Sans les 5 piliers de l'islam, on n'est pas musulman. Peu connu du monde, l'imam, encore appelé guide spirituel, joue un rôle particulier au sein d'une mosquée, entre autres. Le rôle de l'imam dans une mosquée, c'est le rôle du chef de quartier dans un quartier. C'est le rôle du directeur dans une école. C'est le rôle d'un dirigeant ou bien d'un roi dans un royaume. Donc, l'imam est là pour superviser la prière, diriger la prière et prendre soin de sa communauté et de l'islam et de la manière dont pratique chaque musulman qui fait partie de sa communauté dans la mosquée qu'il dirige. Rappelons que le Ramadan est le mois de bienfaisance par excellence. Il est de ce fait le mois favorable au renforcement des relations humaines et du vivre ensemble. Le chômage des jeunes au Gabon, c'est l'un des points soumis à l'attention des partis politiques légalement reconnus, réunis actuellement en session ordinaire au Conseil national de la démocratie. Des précisions dans ce reportage d'Estelle Amvan. À l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil national de la démocratie, 20 points qui traitent particulièrement du fonctionnement de la démocratie en République gabonaise et du Conseil national de la démocratie qui devrait connaître une nouvelle réforme dans les tout prochains jours. Donc ce texte-là dépouille pratiquement le Conseil national de la démocratie de toutes ses missions d'observateur, de régulateur de la démocratie, et ça a été débattu en plénière, en assemblée plénière, par l'ensemble. Rappelez-vous que le Conseil national de la démocratie rassemble tous les partis politiques légalement reconnus en République gabonaise. Aujourd'hui, on dénombre près de 101 partis politiques. Alors, d'accords partis, ces partis politiques vont regarder de fond en comble la question sur le fonctionnement du Conseil national de la démocratie. Les partis politiques ont également mis un accent particulier sur le chômage des jeunes en tant que gangrène pour une société qui se veut organisée. Aujourd'hui, il y a le désœuvrement de la jeunesse. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Il faut que nous essayions ensemble d'examiner la question et faire des propositions au pouvoir public pour prendre en compte ces solutions, donc des avis, donc pour lutter contre le chômage. Parce que nous, quand on regarde par exemple
Aquacam à Oyem, Potos à Franceville, on regarde les ponts d'Akébé, on regarde chaque soir qu'il y a toujours les jeunes qui chôment, qui sont là, on voit qu'ils sont en manque d'activité. Au terme de cette session présidée par Séraphin Dao, les recommandations du CND feront office d'avis qui seront soumis au gouvernement, au Parlement et au président de la République. Le président de la Cour de comptes s'est rendu hier à l'Assemblée nationale. Le rapport de la loi de finances 2020 a été remis et expliqué aux députés. Estelle Amban nous en dit plus. C'est conformément à l'article 48 de la Constitution gabonaise qui dispose que la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances que le premier président de la Cour des comptes, René Aboguela, a remis au président de l'Assemblée nationale le rapport du contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2020. Un budget dont l'exécution des opérations budgétaires a débouché sur un résultat déficitaire de 572,52 milliards de francs CFA comparativement à l'exercice 2019 qui s'était soldé par un résultat excédentaire de 52,26 milliards de francs CFA. La loi de finances initiale avait été établie à 3,370,7 milliards de francs CFA en ce qui concerne le niveau des ressources et des charges de l'État au titre de l'exercice 2020 et qu'une loi de finances rectificative a ramené ce niveau prévisionnel à 3,307,1 milliards de francs CFA, soit une baisse de 63,6 milliards de francs CFA. En bonne place, dans le dit rapport, l'endettement de l'État a connu une progression de plus de 150% entre 2020 et 2016. Il est également ressorti de l'examen des documents produits de l'endettement de l'État du fait d'un recours constant à des ressources d'emprunt s'est établi au niveau record de 6 264,93 milliards de francs CFA en 2020. Alors que ce niveau n'était que de 4,093 milliards, 4,093,06 milliards en 2016. Cet exercice du premier président de la Cour des comptes rentre dans les missions de contrôle du bon emploi des fonds publics et d'évaluation de la régularité de la gestion publique dévolue à la juridiction financière. Ces observations et recommandations peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Direction l'Éthiopie où les députés ont retiré mercredi le Front de libération du peuple du Tigré, parti des autorités rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie de la liste des entités terroristes, une nouvelle étape majeure de l'application de l'accord ayant mis fin à 2 ans de conflit. Sidela Niman pour le récit. Le TPLF n'est plus une entité terroriste. Longtemps tout puissant, le Front de libération du peuple du Tigré qui a gouverné l'Éthiopie durant 3 décennies avait été classé terroriste par les autorités éthiopiennes depuis le 6 mai 2021. Un conflit armé l'opposait depuis novembre 2020 au gouvernement fédéral, auquel a mis fin un accord de paix signé en novembre dernier qui prévoyait notamment la levée de cette qualification terroriste. Conformément à l'accord de paix, les combats ont cessé, les services de base, électricité, télécommunications, banques ont commencé à être rétablis au Tigré et les accès à la région, quasi coupés du monde durant près de 2 ans, rouverts, notamment à l'aide humanitaire. La levée de la qualification terroriste du TPLF ouvre désormais la voie à la mise en place d'une administration intérimaire au Tigré, dirigée par le TPLF, comme le prévoit l'accord de paix de Pretoria. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé en novembre 2020 l'armée fédérale au Tigré, accusant les autorités de la région qui contestait son pouvoir depuis plusieurs mois d'y avoir attaqué des bases militaires fédérales. Le bilan du conflit au Tigré est difficile à établir, mais les États-Unis estiment qu'il a fait environ 500 000 morts et des millions de déplacés, soit plus que le conflit russo-ukrainien. Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019 pour avoir mis fin à 20 ans de guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine, Abiy Ahmed est passé depuis le conflit au Tigré de symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains modernes à celui de quasi-paria. L'Éthiopie a dénoncé des accusations sélectives et diffamatoires, assurant continuer à mettre en place toutes les mesures visant à faire rendre des comptes aux responsables
des atrocités du conflit et faire en sorte que justice soit rendue à toutes les victimes. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir regardés. À demain, 20h.